pass on the floor to Patricia, who is going to be presenting the first panel, which is dealing with the skills challenge. After this first panel, we're going to have a short break in which you are going to be having the opportunity to show a video for then following on with the panel on sustainability and leather. So if Patricia, you are ready, I'm going to give you the floor. Sì, certo, buongiorno a tutti, sono pronta. Iniziamo con il primo panel, come diceva appunto prima Gustavo, è un pannello sulla sfida delle competenze. Vediamo che abbiamo quattro, diciamo, speakers che sono che vado a presentare. Sono Marie-Hélène Pradine, che è capo dell'unità del settore tessile per quanto riguarda la Direzione Generale del Mercato Interno e delle piccole e medie imprese nella DG GROW della Commissione Europea. E abbiamo Massimo Zordan, che è un esperto di contrattazione del segretario territoriale della zona di Vicenza e Verona, ed è il responsabile della Wiltec per il distretto Conciario vicentino, quindi sarà molto interessante sentire anche da lui che profili richiedono i conciatori adesso. Poi c'è Andreas Meyer, amministratore delegato della Verband der Deutschen Leder Industrie. Spero, Andreas, di aver detto bene il nome in l'accento in tedesco. E poi abbiamo Agnès Thomasé, che lavora alla ITEC, l'Istituto Tessile e Chimico di Lione, dove gestisce il Dipartimento Pelle, quindi formazione e ricerca, ed è la referente per l'educazione, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale della scuola, e sta appunto attualmente anche implementando un progetto di ricerca sul life cycle assessment delle tecnologie di Concia. Quindi, come potete osservare, sono 4 persone esperte in questo settore. Allora, io comincerei a dare la parola a Marie-Hélène Pradine, volendo appunto chiedere qual è, essendo l'obiettivo della discussione quello di presentare lo stato della sfida delle competenze per l'industria della pelle in Europa e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi vorrei sapere da Marie-Hélène Pradine com'è lo stato attuale e che cosa si dice in Europa su questa situazione della pelle. Grazie Marie-Hélène, la parola a te. Merci beaucoup Patricia. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'interprétation également qui me permet de m'exprimer dans ma langue, en français. C'est très agréable, je dois dire. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Comme je disais, je vous remercie pour cette invitation et je voudrais effectivement partager avec vous ce que nous avons lancé au niveau européen concernant le secteur textile, y compris le cuir, et notamment pour tout ce qui concerne le développement des compétences. Donc, si vous me le permettez, je vais d'abord peut-être donner un petit panorama de la situation actuelle, des défis et des opportunités pour le secteur du cuir, évidemment avec l'angle particulier de l'emploi et des compétences. Donc aujourd'hui, le secteur, c'est à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 1600 entreprises et 35 000 employés.
ce qui en fait un secteur tout à fait représentatif et stratégique hein, de l'industrie manufacturière. Les tanneries ou les mégisseries dans l'Union européenne sont la plupart du temps des entreprises familiales, de petites et moyennes entreprises. C'est également une caractéristique importante qu'il faut prendre en compte, avec une forte concentration régionale et un rôle important dans l'économie locale. D'ailleurs, je me permets, si vous le permettez, une anecdote tout à fait personnelle. Je suis originaire d'une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Groyer, où il y avait énormément de mégisseries quand j'étais enfant et adolescent. Et on l'appelait même la capitale mondiale du cuir, hein, on n'avait peur de rien à l'époque. Et puis, malheureusement, la plupart de ces entreprises familiales ont fermé. Et la fabrication, la mégisserie, c'est délocalisé, ce qui est un peu dommage. Il en reste quelques-unes. Mais bon, c'était effectivement quelque chose de très localisé, avec des entreprises familiales, mais à haute valeur ajoutée. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de défis dans le secteur. La main-d'œuvre devient de plus en plus âgée. On a à peu près 35% de cette main-d'œuvre qui est âgée de plus de 50 ans, avec en plus l'accroissement du départ de l'âge à la retraite. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux arrivants, malheureusement. Et il est également essentiel de prendre en compte la double transition verte et digitale dans ce renouvellement de compétences et dans le développement des compétences pour la main-d'œuvre, en particulier la partie digitale qui est quand même très importante pour le développement de ces compétences. Donc, on le sait, l'Europe est considérée comme le berceau du secteur du cuir pour ses connaissances, pour son savoir-faire. Il doit rester leader en termes d'innovation, de technologie, de qualité, de design, de style, d'où l'importance de développer ses compétences. J'ajouterai une dernière caractéristique également pour cette main-d'œuvre, qui est la forte majorité de femmes, qui représentent à peu près 60% de la main-d'œuvre dans le secteur. Donc voilà, je voulais faire ce petit panorama pour au départ bien situer les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quelles sont les initiatives qu'on a lancées au niveau européen pour aider le secteur à se développer? Tout d'abord, le premier intervenant y a fait référence, on a publié la semaine dernière, on a lancé ce qu'on appelle un parcours de transition pour tout le secteur textile, y compris le cuir bien sûr, qui complète la stratégie textile qui a été également adoptée la semaine dernière. Et ce parcours de transition, en fait, a vocation à identifier les actions qui aideront le secteur à se développer, à intégrer cette double transition verte et digitale et à rendre au final le secteur plus fort. Et l'idée, c'est que une fois que ces actions auront été identifiées, tous les acteurs du secteur puissent y adhérer et puissent s'engager à les mettre en œuvre. Et je dirais que le volet développement de compétences, pour les raisons que j'ai signalées au départ et le panorama que j'ai dressé, est vraiment particulièrement important. On va, dans le cadre de ce parcours de transition, avoir beaucoup de discussions. C'est un parcours qui se veut vraiment un parcours qui serait co-créé avec l'industrie, avec tous les acteurs. Donc, on aura énormément de discussions. On a lancé une enquête qui est ouverte jusqu'au 15 mai et j'invite tous les participants à la conférence à répondre à cette enquête pour voir quelles sont les actions qui pourraient aider le secteur. Il y a un volet compétences qui est très important, comme je le disais. On a par ailleurs, fin 2021, lancé un pacte de compétences
pour le secteur textile, y compris le cuir, auquel, là aussi, tous les acteurs du système sont invités à adhérer. L'idée est d'avoir au niveau local des accords entre l'industrie, les autorités locales et les prestataires de services en matière de formation, d'avoir des accords locaux pour mettre en place des actions de formation ciblées au plus près du terrain pour aider la main-d'œuvre à répondre aux besoins, à mieux répondre aux besoins du secteur. Donc, ce pacte est ouvert et là aussi, je vous invite tous à y participer et à voir quels sont les accords qui, au niveau local, pourraient être conclus. Je crois que on a donné au niveau européen ce cadre général. Et donc maintenant, c'est vraiment aux acteurs locaux, au plus près du terrain, de pouvoir mettre en œuvre ce cadre. Le financement, évidemment, est également important. Il y a des programmes européens qui peuvent être sollicités à cette fin. Il y a tous les programmes, les nouveaux programmes qui ont été lancés dans le cadre, le nouveau cadre financier 2021-2027, augmenté, vous le savez, de la facilité pour aider tous les secteurs économiques à retrouver leur niveau d'avant la pandémie et à devenir plus fort après. Donc, ces programmes sont disponibles. Ils sont mis en œuvre là aussi au niveau local à travers les régions et ça peut être des fonds pour le développement des compétences, mais aussi pour développer des coopérations au niveau local. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je voulais redonner ce cadre, redonner le panorama au niveau local, redonner le cadre européen et signaler tous les outils qui étaient disponibles, qui étaient à la disposition, qui sont à la disposition de tous les acteurs et qui ne demandent qu'à être mis en œuvre et utilisés par tous les acteurs du secteur. Voilà, merci beaucoup. Grazie Marie-Hélène, soprattutto ti ringrazio non solo per diciamo, la panoramica che ci hai dato nel settore tessile della pelle, sulle attuali competenze, ma anche per quella personale, quella che hai vissuto durante la tua infanzia, che è una nota in più che ci fa piacere anche ascoltare in quest'ambito internazionale, e soprattutto per il nuovo patto di competenze del quale ci hai parlato in ultima analisi. Ti ringrazio molto Maria-Hélène. Adesso darei la parola a Massimo Zordan, appunto, che ho spiegato prima, che si occupa proprio del settore del distretto conciario visentino ed è quello che saprà dirci nello specifico com'è appunto la situazione attuale e cosa ci sa dire sul tema delle competenze e a che punto sta. Massimo, la parola a te, grazie. Grazie, buona giornata a tutti voi. Allora, intanto una piccola premessa sul distretto del Veneto, che non so se tutti conoscono, 450 imprese, 8.500 addetti. Praticamente ci sono dei grossi gruppi internazionali principali, due sono legati ai fondi equity dove hanno praticamente forte propensi in sostanza di investimenti, innovazione, e questo diciamo hanno un passo in più anche sul discorso della formazione del personale e così via. Mentre gli altri abbiamo una situazione praticamente diversificata, ci sono piccole e medie imprese dove appunto fanno anche concorrenza sulla qualità, produttività, costi del lavoro e così via. Ecco, entrando sul tema competenze e formazione sui contratti nazionali di lavoro, sul settore ci sono praticamente 6 diversi contratti di lavoro che gestiscono i rapporti, le regole
e anche le retribuzioni dei lavoratori all'interno della CONCIA, e 5 di questi sono firmati dalle principali sigle sindacali, praticamente la CGIL, la CISL e la UIL. Ecco, sul tema delle competenze, la formazione, che fa riferimento principalmente al contratto della CONCIA UNICE, l'articolo 70, dove parla in maniera specifica di che tipo di formazione, sui profili, sui temi, via dicendo. Seppur che ha magari qualche anno questo articolo e non, era precedente la pandemia, però è abbastanza diciamo puntuale come previsione, e dà la possibilità anche a condividere con le rappresentanze sindacali dell'RSU, condividere appunto i percorsi formativi perché siano finanziati poi da Fondi Imprese, che è un fondo che finanzia appunto la formazione, oppure avvalati attraverso istituti di certificazione ICEC. Poi ci sono tutta una serie di altre aziende, questi sono riguardo i principali, più grosse aziende che fanno questo tipo di attività formativa, che un po' cercano di arrangiarsi, cioè nelle modalità diciamo più interne all'azienda, no? E queste praticamente principalmente formazione su obbligatoria legata alla prevenzione e sicurezza, mentre la formazione tecnica viene fatta più sul lavoro, sulla pratica, lentamente, fatta in mezzo all'esperienza del personale sul lavoro, e questo non sempre soddisfa appunto l'attività e la produzione con un personale formato. Ecco, per cui specialmente in questo momento di trasformazione che abbiamo, diciamo, c'è bisogno di maggiormente personale formato e qualificato. Abbiamo profili di alta competenza che vengono preparati da un istituto conciario qui in zona, Arzignano, il PS, con una specializzazione biennale, poi Green Leader Manager, perché ogni anno una ventina di lavoratori escono e fanno esperienza sia in fabbrica che in scuola in sostanza, no? In aula. E questo è, diciamo, un profilo abbastanza alto. A mio parere bisogna trovare un luogo dove condividere il sistema bilaterale di temi di competenze, e dove sia di sostegno allo sviluppo delle competenze nelle imprese, specialmente quelle medio-piccole che molto spesso hanno difficoltà anche di fare percorsi formativi di qualificazione del personale. Poi sul discorso riconoscimento delle competenze è un altro tema, perché su questi 6 contratti che citavo prima, tra l'altro uno è di recente istituzione autonomo, c'è una larga forbice di divario di diritti e di regole di retribuzione dei lavoratori in base ai profili, dicendo. C'è una differenza anche fra un contratto e l'altro, oltre di 1/3 come quota valore. E questi non aiutano il settore dell'investimento sulle competenze umane, dicendo. Queste differenze in basso rispetto ai principali contratti. E se ci fosse un salario minimo in Italia, qualche contratto tipo quello artigianale della CONCIA sarebbe da innalzare, rivedere, anche più basso rispetto alla media europea, che alcuni stati hanno appunto il salario minimo previsto per legge, no? Ecco, e poi ci sono anche di contratti tipo Confatti che non ha neanche un'adeguata classificazione delle figure professionali, perché sono male passate, sono datate di anni, per cui da rivedere vicino. Purtroppo non c'è un sistema adeguato all'attuale, per cui in trasformazione, che prevede un automatico riconoscimento della crescita professionale, e molti lavoratori stazionano su livelli bassi a livello produttivo, dicendo. Una recente indagine fatta a dicembre dal sottoscritto con le altre organizzazioni sindacali su un'azienda, la Faeda SPA, abbiamo constatato che i lavoratori, su 160 lavoratori, un'anzianità media di meno 9 anni all'interno dell'azienda. L'80% di questi lavoratori sono inquadrati sul livello più basso, praticamente sul livello E1, E2, E3, cioè i livelli proprio quelli più bassi, quelli
produttivi ma molto bassi. E questo con una certa anche difficoltà, c'è molta mobilità del personale, competenze fuggono, ecco perché non c'è appunto anche un riconoscimento in maniera specifica sulle qualifiche, e questo trova più spazio ad andare a contrattare altrove su altre aziende, magari di trovare il proprio riconoscimento. Ecco, poi per arrivare alle soft skills, cioè praticamente alle altre competenze, che trova spazio gli immigrati. Gli immigrati trovano valore nella flessibilità di sapersi adattare al cambiamento, alla resilienza, al saper lavorare in condizioni diverse e al saper lavorare in squadra. Questi fattori determinano appunto un terreno fertile per l'assunzione delle figure medio-basse a livello produttivo dei immigrati. Abbiamo anche dei dati che ho verificato, che potrò anche farvi avere per quanto riguarda gli studi dell'Agenzia Veneto Lavoro, dove danno proprio una crescita costante, ma soprattutto dal 2019 in poi la forbice si allarga rispetto agli immigrati che trovano più occupazione in questo ambito rispetto agli italiani. Ecco. Per cui ancora prima della pandemia c'è questa differenziazione, perché un calo di italiani che si occupano all'interno della FUCIA rispetto a un maggiore una crescita di immigrati che si occupano e sostituiscono gli italiani dentro alla FUCIA. Ovviamente la fascia più tecnica poi riguarderà gli italiani, che sono magari la ricerca di anche personale che gestisce le risorse umane, oppure anche aspetti che possono essere la digitalizzazione delle imprese, dove alcune aziende si sono anche implementate in maniera più specifica su questo tema, per cui hanno trovato anche personale alla ricerca di questo. Per cui noi riteniamo che esistiamo una carenza di accordi di filiera che rendono più forte le imprese stesse sulle competenze della formazione del personale, che sarebbe bisogno insomma di prevedere. Questi sono temi che poniamo nelle prossime discussioni anche contrattuali. Ecco. Grazie. Grazie Massimo, sei stato molto chiaro e ci hai illustrato com'è questo sistema che appunto è apparso molto inadeguato sulle competenze, che non ha per il momento il giusto riconoscimento. Ti ringrazio di averci spiegato anche in termini statistici e di numeri com'è la situazione in Italia e anche rispetto all'integrazione che hanno gli immigrati. Grazie Massimo. Adesso darei la parola ad Andreas Meyer, che è appunto, come ho detto all'inizio, amministratore delegato di questa industria tedesca che vado a ripetere col mio perfetto tedesco, la Verband der Deutschland Leder Industrie. Ti prego, Andreas, la parola a te. Prego. Ja, vielen Dank, Patricia. Vielen Dank für die Einladung. Ich wollte hier nur kurz einführen. Wir hatten einen Workshop im Rahmen des Erika-Projekts und wir waren überrascht, wie sich das entwickelt hat. Wir werden also jetzt im Mai einen zweiten Workshop anschließen. Ich nehme da nur ein kurzes Thema raus, und zwar Ausbildung zum Gerber oder wie das jetzt modern heißt, Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik. Leider, wenn junge Menschen von der Ausbildung zum Gerber hören, denken sie an die Bilder, die sie aus dem Fernsehen kennen. Leider nur oder häufig nur aus dem Fernsehen. Schmutzige, gefährliche Betriebe, irgendwo weit weg, ohne Rücksicht auf Umwelt. Also eine Arbeit, die keiner möchte, schon gar nicht sein Leben lang. Wer von den Jugendlichen oder von den normalen Menschen weiß denn heute, dass es in Europa noch Gerbereien gibt, die modern und sauber arbeiten? Die Ausbildung selbst hat eigentlich alles, um attraktiv zu sein. Es ist also ein Handwerk, eine solide Ausbildung,
Das hergestellte Leder ist vielseitig, also für Taschenschuhe, Luxus, Auto, Bekleidung. Das bedeutet eine gewisse Krisensicherheit. Die Rohware ist nachwachsend, natürlich, oft sogar aus regionaler Herkunft. Das fertige Produkt ist langlebig, reparabel und angenehm. Die Ausbildung findet häufig in kleinen Gruppen statt. In einer überschaubaren Branche. Die Betriebe, die ausbilden, sind klein, aber nicht so klein, trotzdem familiär, international aufgestellt, modern und umweltorientiert. Und die Möglichkeiten nach der Ausbildung, sich weiterzuentwickeln, sind eigentlich vorhanden. Eigentlich alles gute Voraussetzungen. Trotzdem, wir müssen ehrlich bleiben, und wenn wir unsere jungen Gerber fragen, warum gibt es denn Probleme mit den Auszubildenden, dann hören wir dort, die Arbeitsplätze, vor allem die in der Produktion, gelten gerade bei jungen Menschen weiterhin als wenig attraktiv. Für die meisten bietet die Ausbildung zum Gerber wenig Zukunftsaussichten bzw. Sicherheit oder Flexibilität. Weil, was passiert denn, wenn die Gerberei den Lehrling nicht übernimmt? In der Regel ist die nächste Gerberei dann hunderte Kilometer entfernt und der Auszubildende bzw. der fertige Gerber muss dann umziehen. Viele junge Menschen sehen das neben der harten und auch nach wie vor nicht besonders gut bezahlten Arbeit als das größte Problem an. Die Lederbranche gleicht in vielen Punkten anderen Branchen. Das hat uns eine Umfrage, die wir zwischen den beiden Workshops gemacht haben, gezeigt. Es werden die nächsten Jahre viele Mitarbeiter in Rente gehen. Es wird zunehmend Englisch gefragt. Der Digitalisierungsdruck steigt und auch die Weiterbildung nach der Ausbildung wird immer wichtiger. Unsere Branche muss sich deshalb aufmachen und kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man die notwendigen Arbeitskräfte einfach irgendwie findet. Das wird nicht mehr ausreichen. Die Branche muss sich ihrer Vor- und Nachteile bewusst werden und sich aktiv um Nachwuchs und Weiterbildung kümmern. Daran arbeiten wir jetzt im nächsten Workshop, wie wir die Programme, die hier eben schon angesprochen worden sind, verbinden können, um daraus unseren Mitgliedern eine Hilfestellung geben zu können, wie sie da der Zukunft entgegensehen können. Vielen Dank. Patrizia, das war's von meiner Seite. Grazie Andreas, anche tu hai messo in evidenza un altro aspetto, appunto, che è quello dei giovani che non sono così presenti, non sono così interessati, diciamo, non è un settore così, se vogliamo dire, appetibile per quanto riguarda i giovani ragazzi, per cui ne parleremo anche nel secondo pannello. Io ti ringrazio Andreas del tuo intervento, che anche ha messo in evidenza una realtà che è stata presentata in una maniera molto chiara e che ci fa vedere come la formazione sia fondamentale. Adesso do la parola per ultimo, ma non per importanza, ma proprio perché è stata selezionata in ultima analisi, ad Agnès Thomasset, che appunto, come dicevo in apertura, lavora all'High-Tech di Lione. Bonjour, bonjour à tous. Ti prego Agnès, la parola a te, stiamo ad ascoltarti tutti, grazie. Merci.
Donc nous sommes une école d'ingénieurs en France et pour faire suite à ce que vient de dire Andreas, l'attractivité de notre filière est un point important pour former les jeunes qui vont aller travailler demain dans nos tanneries. Alors, il y a deux attractivités, je dirais, à notre niveau. Il y a déjà l'attractivité avant de rentrer à l'école. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va venir choisir une école comme la nôtre, où on propose des formations à des matériaux qui n'ont pas forcément le vent en poupe au niveau des médias, hein, que ce soit le cuir ou le textile avec la fast fashion ou même le plastique, c'est des options que nous proposons à l'école, fait que pour pouvoir déjà attirer les jeunes au départ à venir dans notre école, il faut aujourd'hui avoir réellement un programme qui s'intéresse au développement durable et aux responsabilités sociales qui soit clairement affichées. Alors, on est en train de travailler là-dessus. Hein, c'est pas quelque chose qu'on a forcément directement quand on est une école technique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça devient indispensable pour attirer les jeunes dans notre école. Déjà, dès le départ, il faut qu'il y ait un programme clairement identifié sur ces sujets-là, parce que les jeunes aujourd'hui sont sensibles à ces valeurs-là. Et s'ils ne le voient pas, même dans une formation technique, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, aujourd'hui, ils ont besoin de ça pour se conforter dans leur choix technique, de se dire je fais un choix sur un matériau, mais j'aurai quand même cette partie développement durable, responsabilité sociale qui sera inclus dans ma formation. J'aurai cette vision-là des choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà l'attractivité pour une école technique. Ensuite, au sein de notre école, on a plusieurs options. Et il y a l'attractivité pour le cuir, qui, elle aussi, peut poser question. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème à avoir de l'attractivité pour cette option-là dans l'école, tout simplement parce que, en tout cas en France, le cuir est lié aux grandes marques de luxe, au monde du luxe. Et nos étudiants, quand ils choisissent le cuir, ils savent qu'ils s'ouvrent les portes de ce domaine-là, et notamment de la maroquinerie qui est très forte chez nous. Le souci qu'on a, c'est d'avoir de l'attractivité pour aller travailler en tannerie. Puisque quand on forme un ingénieur cuir, il a la possibilité d'aller travailler à la fois en tannerie, mais aussi en maroquinerie pour le développement des matières premières. Et c'est là où l'attractivité pour la tannerie peut être un petit peu difficile et où on a besoin effectivement de redorer l'image de ce secteur-là pour pouvoir attirer les jeunes et qu'ils y restent. Donc, moi, j'ai entendu parler aussi Massimo des salaires. Hein, on peut avoir aussi un écart de salaire important si le jeune choisit comme métier la tannerie ou s'il choisit la maroquinerie. On ne va pas forcément être sur les mêmes bases. Donc voilà, je dirais que, comme disaient Massimo et Andreas, il y a un gros travail à faire pour attirer les jeunes et puis les garder dans ce secteur-là, parce que beaucoup commencent par la tannerie et puis après quelques années d'expérience, ils vont se servir de cette expérience dans d'autres secteurs, peut-être qui leur paraissent un peu moins durs et mieux payés aussi également. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs choses à faire aujourd'hui. Donc, l'attractivité de la filière, mais il y a aussi à essayer de développer des compétences peut-être plus internationales pour attirer aussi des jeunes d'un peu partout. Donc, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle un Erasmus Mundus, c'est-à-dire un master qui serait réalisé entre plusieurs écoles sur le cuir. Donc, on aurait l'ITEC, on a l'Université d'Igualada qui gère ce projet. On a l'Université d'Égée en Turquie et puis le Centre technique, le CIATEC du Mexique. On cherche à réaliser du coup une formation commune qui nous permettrait d'ouvrir une formation à l'international et qui permettrait certainement de répondre à ce manque de compétences qu'on peut avoir dans la filière et aussi à développer des étudiants plus mobiles qui pourraient venir renforcer
nos besoins dans ce secteur-là. Je dirais aussi que on développe chez nos étudiants aussi, on essaie de développer d'autres compétences qui puissent aider notre filière. Donc, on a fait une grande enquête avec la FFTM l'année dernière pour essayer de voir qu'est-ce qui manquait dans la formation de nos ingénieurs pour le cuir. On se rend compte que finalement, techniquement, on n'a pas tant de demandes que ça, si ce n'est sur les aspects réglementaires qui sont toujours plus présents. Mais dans l'ensemble, ce qu'on va nous demander davantage, c'est des soft skills. Donc, c'est la capacité que pourraient avoir nos ingénieurs à manager, par exemple, des générations très différentes, à l'entrepreneuriat, à ce genre de choses. Donc, le soft skills, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour nos ingénieurs. En dehors des compétences techniques, il faut aujourd'hui qu'ils aient un certain nombre de compétences de savoir-être supplémentaires. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il devient très, très compliqué en 3 ans, hein, nous, la formation dure 3 ans, de former nos jeunes à l'ensemble des besoins qu'ils vont avoir durant leur carrière. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui de développer la formation continue. Je pense que c'est Massimo qui en a déjà parlé, mais il est très important pour nous comme pour tous de développer la formation continue tout au long de la vie et de former, que ce soit les ingénieurs ou les techniciens ou les ouvriers, tout le long de leur vie en fonction des nouvelles attentes. Il y a 10 ans, le développement durable existait, mais il n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui. Des ingénieurs qui sont sortis il y a 20 ans n'ont pas forcément les compétences nécessaires dont ils ont besoin aujourd'hui pour leur poste. Donc la formation continue doit vraiment aujourd'hui être présente et tout au long de la carrière, de la vie du salarié. Voilà pour moi. Grazie Agnese. Sentendo parlare i relatori scelti, devo dire che è stata fatta un'ottima scelta su di voi, da Marie-Hélène, Massimo e su... Scusate, c'ho il cane che vieni qua. Ma la cosa principale che ho notato è che mi sembra che in un'ottica di miglioramento lo scambio di informazioni, come sta avvenendo in questa conferenza finale, sia fondamentale proprio per una condivisione di buone prassi. Abbiamo iniziato appunto spiegando come si è sviluppato questo progetto Erica. Adesso con i panelisti del primo turno, diciamo, si è entrato nello specifico che la poca conoscenza di questo settore, diciamo tra i giovani, debba consentire invece forse che parlarne di più, come stava dicendo Agnese, e fare sempre una formazione finalizzata o attirarli, come diceva Andreas, e cercare di migliorare la loro condizione retributiva e lavorativa, come ci ha sottolineato Massimo, ma soprattutto la predisposizione e la panoramica che ci ha illustrato Marie-Hélène, secondo me ci ha consentito in questo momento di vedere anche il settore che molti di voi conoscono sicuramente meglio di me, ma che avrà in questa occasione la possibilità di espandersi in maniera maggiore, visto che abbiamo approfondito il settore pelle, concia e tutto quello che riguarda la propria dinamica, appunto illustrando questo progetto, per cui secondo me bisogna continuare su questo scambio di informazioni e di condivisione di buone prassi. Io a questo punto darei la parola a Gustavo. Il panel l'abbiamo completato
in maniera enorme. Ringrazio i 4 panelisti e credetemi, spero vivamente di incontrarvi personalmente il prima possibile, perché ormai siamo arrivati alla conclusione che tutto quello che è stato fatto finora egregiamente sia da Cotanz che da Industria Hall merita però un plauso in presenza. Grazie ancora ai panelisti. Gustavo, la parola a te. Grazie, Patrizia. Thank you very much, and thank you also to all the panelists. Since we do have a little bit more time, I think we can overdraw a little bit on the 11:15, where we wanted to have the coffee break or to stretch our legs. May I ask maybe the panelists of this first panel would like to make some concluding remarks very briefly. Is there anyone who wants to take the floor for making a conclusion or for commenting one or the other thing that has been said by the fellow panelists? Moi, je veux bien dire un mot pour résumer. Je crois que c'était très intéressant et très complémentaire, en fait. Les interventions étaient très complémentaires avec, bon, moi, j'ai donné le cadre général, je vais y revenir dans une seconde, mais je crois que les autres panélistes ont également bien montré le besoin de compétences, le besoin de développement et de renouvellement des compétences. Donc, je trouve que c'était très intéressant pour ça. Et je voulais juste conclure en rappelant une fois encore que on a lancé ce pacte de compétences pour les métiers du textile et du cuir, que c'est ouvert. Je vois Madame Thomasé en tant que peut-être fournisseur de prestations, de formation, peut-être utilement contribuer, ou d'autres dans les participants. Je vois qu'il y a aujourd'hui 71 participants. Donc, voilà, donc je crois que je voulais rappeler que ça existe, que ça demande qu'à être mis en œuvre. Et on a vu que ça répondrait vraiment à un besoin du secteur. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce cadre. Et n'hésitez pas non plus, comme je le disais également, à contribuer à l'enquête que nous avons ouverte dans le cadre du parcours de transition. Les compétences en font partie, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que les compétences. Et en dehors de ce panel, il y a également, en dehors des compétences, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être identifiées pour aider le secteur, pour le soutenir. Comme je disais, à faire face à cette double transition qui est nécessaire, écologique et digitale, et au final à rendre le secteur plus fort. Je crois qu'il en a besoin, donc je crois que c'est une opportunité à saisir pour ensemble créer les conditions de développement du secteur. Voilà, je vais m'arrêter là pour arrêter de faire de la pub pour nos outils, mais bon, voilà, ils sont là, ils sont disponibles, donc utilisez-les. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je voudrais me joindre aussi à Patricia pour vous remercier particulièrement d'être parmi nous aujourd'hui et de nous avoir donné cette vue d'ensemble sur les instruments qui sont à disposition du secteur pour pouvoir avancer dans le développement durable, dans le développement d'un côté écologique et d'un côté vert. Et c'est pour ça que l'on s'efforce, on travaille sans cesse pour développer des nouveaux instruments, des nouvelles plateformes pour pouvoir apporter les connaissances nécessaires aux opérateurs de notre secteur pour être toujours à l'avant de l'innovation dans notre secteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, is there any other person who would like to make some concluding remarks? I don't
see anybody now. So therefore, I think we're going to be able to have a 10 minutes break in which some of you who do not want to stretch their legs can see a video that we have produced for the sustainability of the leather industry that is going to be introducing the panel that I have the chance to moderate after the break. So thank you very much. We are back again here at 11:30 for the second panel. Thank you very much.